Cancé, l'adhérent numéro 1 d'APM. Ça ne nous rajeunit pas. M'entendez-vous? Parfait. On reste ainsi. On reste ainsi. Écoutez bien quand même. Est-ce que la table bleue peut faire un signe? Allez, nous sommes partis. Le 6 septembre 1492. Le 6 septembre 1492, Christophe Colomb s'élance, il quitte l'île de la Grande Canarie. Il connaît les vents en 7 saisons et à 7 endroits. Il sait à peu près la direction qu'il doit prendre, c'est la direction du couchant. Tout cela, il le sait. Mais le monde dans lequel il vit est un monde où la croyance est assurée que personne encore n'a fait ce trajet vers les Indes. Avant d'engager son trajet, avant d'engager son voyage, Christophe Colomb est obligé de reconstruire les repères qui vont le mener juste sur la rive d'en face. C'est exactement le problème pour lequel vous êtes venu. Alors, si vous le voulez bien, puis-je vous présenter l'un des aspects de sa réponse. Comment va-t-il construire ses repères? L'un des personnages de sa réponse s'appelle Pierre Dailly. Pierre Dailly a un CV parfait. Il est recteur au Collège de Navarre, chancelier de l'Université de Paris. Il est également évêque de Cambrai. Il sera nommé cardinal en 1411. Nous sommes 80 ans avant le départ de Christophe Colomb. Pierre Dailly a ceci de magnifique que c'est un érudit. Il va compiler, consigner l'ensemble des savoirs de son époque dans une série de livres, 76 ouvrages nous sont parvenus de lui de nos jours. Dans ces ouvrages, donc, on va avoir de la théologie, les sciences, l'astrologie, la géographie, c'est ce qui nous intéresse. 80 ans plus tard, lorsque Christophe Colomb prépare son voyage, il va aller lire Pierre Dailly. Et c'est ça qui est intéressant. Il va aller lire Pierre Dailly parce que c'est là où il va trouver les fondamentaux de ses repères. Alors que va-t-il lire? Eh bien d'abord, il va relire la voix des stars scientifiques de l'Antiquité. Les stars de l'Antiquité, c'est-à-dire Aristote. Sous la plume de Pierre Dailly, Aristote écrit ceci: « La Terre est une sphère peu grande. Ceux qui croient que la région des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, ceux qui croient que la région des colonnes d'Hercule est proche des Indes ne paraissent pas admettre quelque chose de tout à fait invraisemblable. Notez la double négation inversée, et donc l'extrême réserve du propos. » Ensuite, Pierre Dailly va citer un écrivain. Il va citer Sénèque. Sénèque, dans l'une de ses pièces, fait dire à l'un de ses personnages, je cite, « Un temps viendra où, au cours des siècles, l'océan élargira la ceinture du globe pour découvrir à l'homme une terre immense et inconnue. La mer nous révélera de nouveaux mondes. » Ces vers-là de Sénèque, Christophe Colomb va les écrire dans son carnet de bord juste avant son départ. Pierre Dailly va citer aussi saint Thomas. Qui va contester saint Thomas à cette fin de XVe siècle? Personne ne conteste l'Église. Si saint Thomas ajoute que la Terre est une sphère, en Espagne, on professe et on enseigne que la Terre est une sphère. C'est incontestable. On va ajouter, Pierre Dailly ajoute, qu'Averroès, philosophe arabe, est également d'accord avec Aristote sur tout cela. Reste Ptolémée, l'immense Ptolémée. Ptolémée qui a fait la loi sous l'Antiquité avec sa fameuse carte et sa fameuse conception du monde. Un monde plan, un monde où il y a des franges, où il y a des frontières. Malheur aux navigateurs qui s'aventurent sur ces frontières parce qu'ils risquent de tomber sur le côté, dans les limbes, dans les enfers, dans l'oubli. Voilà donc les repères géographiques dont dispose Christophe Colomb avant son voyage. Sait-il que 3 siècles avant notre ère, un homme a calculé à 5% près la circonférence de la Terre? On avait dit à cet homme-là que quelque part, lorsqu'on voyageait très bas dans le sud, existait une ville où lorsqu'on plante son bâton, à midi,
le bâton ne fait pas d'ombre. Fort de ce constat, de ces calculs et de ces mesures, il en a déduit la circonférence de la Terre à 5% d'erreur près. Cet homme s'appelait Ératosthène. J'ignore si Christophe Colomb connaissait cette donnée. Voilà donc les grands noms qui vont lui servir, qui vont servir ses convictions, servir sa conception du monde, servir ses repères. Clairement, Christophe Colomb part avec rien. Qu'a-t-il dans sa besace de scientifique? Rien. Ce qui va faire dire à Churchill, quelques siècles plus tard, que Christophe Colomb est le premier des socialistes. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment il y va, mais il va avec l'argent du contribuable. Regardez quand même, toutes ces stars de l'Antiquité disent la même chose, sans y avoir été elles-mêmes. Elles disent toutes, c'est possible d'y aller. Réfléchissons 2 minutes, 1000 approximations font-elles une vérité? 1492, Christophe Colomb part. Moins de 30 ans plus tard, 1519, le dernier des navires de l'équipée Magellan revient au port en Espagne. Il s'est écoulé moins de 30 ans entre ces deux dates. Eh bien, chers amis, entre ces deux dates, le monde a formidablement changé. Il n'était pas 3 mois, pas un trimestre, où les géographes étaient obligés de revoir leurs cartes, où les capitaines de navires revenaient avec de nouveaux témoignages et des terra incognita nouvelles qu'il fallait retranscrire sur les cartes. Alors imaginez la vie des scientifiques, des géographes, des moines, des scribes, etc., qui devaient toujours revisiter leurs connaissances. Mais allons plus loin. Voyons les entreprises. Voyons les cités-États, Florence, Gênes, Venise, Rome. À partir du moment où tout le contexte géographique change, ce sont les filières bancaires, ce sont les filières entrepreneuriales, ce sont les exportations qui sont remises en question, même chose pour les importations et toutes les lignes commerciales qui sont remises en cause. Leurs repères ont fondamentalement changé et à une vitesse inimaginable. On dit qu'aujourd'hui le monde va vite, je peux vous assurer qu'à l'époque, il allait à une vitesse encore plus importante. Ils ont tout découvert en moins de 30 ans, en tous les cas, s'agissant de la surface du globe. Voilà donc la question avec laquelle aujourd'hui vous arrivez. Comment conduire mon esquif sur une mer changeante? Quand tout change, où est ma boussole? Telle est la question que vous avez sélectionnée, et donc avec quelle conviction, avec quel savoir, avec quelle valeur, avec quelle humanité allez-vous construire aujourd'hui, ou reconstruire éventuellement, vos invariants, l'immuable, ce qui jamais pour vous ne changera, et qui toujours vous guidera. C'est ici aussi où commence la complexité de vos travaux, car il est facile, très aisé pour moi, je vous assure, de deviser sur Christophe Colomb. Je connais la fin, je connais l'histoire. 2012 et les années suivantes, malheureusement, c'est vous qui allez réfléchir dessus. Et on voit mal les choses quand on les voit de trop près. Michel Audiard. D'un côté, vous avez des questions planétaires que vous devez intégrer dans vos réflexions. Elles sont très simples. La planète se réchauffe, en tenez-vous compte, allez-vous en tenir compte? Nous entrons dans un monde de rareté, matières fossiles, matières premières, allez-vous en tenir compte? Et dernière question, nous sommes 6 milliards, nous serons bientôt 9 milliards. Y aura-t-il de l'eau, de l'espace et des ressources pour tout le monde? En tiendrez-vous compte? Vos réflexions, en même temps, sont des réflexions que vous allez tremper dans les faits de ces derniers mois, de ces dernières semaines, de ces derniers jours, de ces dernières heures. Et donc, elles vont être terriblement influencées. Voyez-vous, aujourd'hui, la France, si je résume beaucoup, est partagée entre 2 grands courants d'opinion. Vous avez d'un côté le courant d'opinion, je vais dire de droite, qui se considère stigmatisé, qui se considère victime d'un redressement dans l'injustice. Ça, ce serait plutôt à droite. Et à gauche, on a l'étrange impression que le plus dur reste à venir. Jean-Claude Brialy disait, ce petit mot formidable, quand on est vainqueur, on donne son cœur, quand on est vaincu, chacun pour soi. Les socialistes en 6 mois sont passés de l'un à l'autre. En quelques mois, quel choc! Nous sommes passés de l'hyperprésidence à l'hypoprésidence. Nous sommes passés d'une Europe unie et qui s'entendait, en tous les cas au sommet, à une Europe où il existe désormais la méfiance. Nous sommes arrivés également dans un monde où la confiance minimale de l'entrepreneur dans les pouvoirs publics fait désormais place à une certitude, il peut être lui aussi l'objet d'opprobre.
C'est désormais possible. Plus flagrant encore, la preuve est désormais faite, s'il vous en manquait une, qu'au plus haut niveau des sphères de l'État, l'incompréhension sur la chose entrepreneuriale peut exister. À preuve, le volte-face impressionnant du ministre de l'économie et de ses équipes, il date d'hier soir. Pour ceux qui n'avaient pas vu le journal de France 2, voici le cours de rattrapage. 3 ministres, des représentants patronaux et des champions de l'Internet réunis en urgence à Bercy. Le gouvernement voulait éteindre rapidement l'incendie et calmer les entrepreneurs qui dénonçaient une hausse brutale de l'impôt sur le capital. Le ministre de l'économie semble les avoir entendus. Il faut être capable d'entendre le mouvement, il faut être capable d'agir avec pragmatisme, il faut être capable d'agir dans le dialogue. Il ne s'agit pas de reculer, mais de temps en temps, il faut bouger. Il faut bouger quand ça va dans le bon sens. Quand une revendication légitime, une préoccupation légitime s'exprime, il faut l'entendre. C'est ce que nous allons faire. En clair, le projet de loi va changer. Il prévoyait de faire passer de 34 à 60% l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente d'une entreprise. Aujourd'hui, si un patron réinvestit une partie de sa cagnotte dans un autre projet, il sera exonéré d'impôt sur ce montant. Les entrepreneurs sont ressortis en partie rassurés. La discussion plutôt intéressante donne plutôt le sentiment qu'ils vont revenir dessus et qu'il y a un vrai souci. Je cite les ministres, qu'il n'y ait pas de racisme anti-entrepreneur, loin de là, mais au contraire, on a envie de les favoriser. En attendant plus de précision, les patrons entendent bien maintenir la pression sur le gouvernement, car pour eux, cette fiscalité est dangereuse. Il faut que tout le monde comprenne que sans capital, il ne peut pas y avoir d'entreprise. Et que si vous avez une fiscalité confiscatoire sur le capital, eh bien, les entreprises iront se créer ailleurs. S'ils restent vigilants, les entrepreneurs leaders de cette fronde vont en tout cas annuler leur manifestation. Annuler la manifestation prévue dimanche prochain. Dernier point. Vous avez plusieurs variables, les déficits, le budget, les dettes souveraines, la compétitivité des entreprises, la croissance. Toutes ces variables peuvent être reliées de 1000 façons. Au minimum 2 d'entre elles, soit de façon dogmatique, soit à travers un certain nombre de systèmes. Au cours de vos travaux, jusqu'à demain 15h, vous aurez des émotions qui vont vous traverser, des certitudes, mais également des convictions qui vont vous animer. La question est la suivante: dans quelle mesure ces émotions, ces sensations, ces convictions, ces croyances vont-elles altérer vos réflexions? Permettez-moi de vous présenter le personnage clé de cette réponse, Heinz Wiesmann. Je vais vous demander de l'applaudir pour ceux qui ne le connaissent pas. Heinz Wiesmann, un CV parfait. Je vais le résumer parce que, l'ensemble de son CV fait pratiquement une page du Figaro écrite toute petite. Un philosophe, un esprit, un regard. Voici 2 épisodes qui caractérisent Heinz Wiesmann à la fois votre parcours et votre originalité. Nous sommes à Berlin. Dans l'immédiate après-guerre, vous êtes étudiant. Et dans cette ville, vous courez avec une valise vide. Et vous courez de point en point, là où on vous renseigne, que l'on vend, que l'on brade des dizaines et des dizaines de livres entiers que le dogme marxiste-socialiste refuse. Ce sont ces livres-là que vous allez racheter pour une bouchée de pain. Vous les mettez dans votre valise et ce lourd trésor, vous le conduisez jusque dans votre petite chambre d'étudiant. C'est là où petit à petit va se construire l'une des plus gigantesques bibliothèques. C'est la vôtre aujourd'hui. Des dizaines d'années plus tard, elle fait 8000 ouvrages. Ce n'est pas ce qui fait le plus peur. Ce qui fait le plus peur, c'est que pratiquement vous les avez tous lus. Ça, c'est intéressant. Première anecdote. Deuxième, c'est pas une anecdote d'ailleurs. Si vous le voulez bien, deuxième tableau qui vous caractérise, vous avez fait l'équivalent de Normal Sup en Allemagne. Dans ce cursus, l'étudiant doit absolument réaliser une année à l'étranger. Et vous-même étiez promis donc à partir à l'étranger. C'est la France que vous choisissez. Et vous décidez de la découvrir par sa périphérie. Vous vous arrêtez à la Madeleine, dans la périphérie de Lille. C'est là où vous allez poursuivre vos travaux, entre autres de philosophie, je dis bien entre autres car ils sont nombreux, et Paris va vous appeler. Paris va vous appeler parce que les professeurs de la section de philosophie de la Sorbonne voulaient choisir eux-mêmes un Allemand pour occuper la chaire de philosophie allemande. Ils voulaient le choisir eux-mêmes parce que le prédécesseur titulaire de cette chaire
s'étaient fait fusiller pendant la dernière guerre mondiale par les Allemands. C'est vous qu'ils ont choisi. Pendant de nombreuses années, vous avez été titulaire de cette chaire. Vos étudiants se sont eux-mêmes baptisés les Teutons. Parmi eux, vous allez en reconnaître plusieurs: Borel, Delaunay, Agazinski, c'est-à-dire Madame Jospin, Luc Ferry, entre autres. Tout à fait surprenant. Vous faites partie depuis plus de 15 ans de l'Académie de l'agriculture de France, institution fondée par Louis XV. Mais que fait un philosophe dans l'Académie de l'agriculture de France? Cela vous permet en tous les cas, et vous nous l'expliquerez peut-être un moment, mais cela vous permet de mieux comprendre la France et de faire des passerelles incessantes entre le monde des idées et le monde de la terre. Merci en tous les cas d'être parmi nous. Vous serez à la fois notre conscience, mais également une réflexion, un regard. Jamais une assistance n'aura autant souhaité d'être interrompue. Je vais m'arrêter ici, si vous le voulez bien, chers amis, je vais m'arrêter et arrêter ici la présentation. Je donnerai la parole dans un instant à Heinz Wiesmann. Je vais vous inviter d'abord à faire connaissance, car vous avez bien compris que dans vos tables se situent non seulement des membres ABM, mais également se trouvent aussi des intrus, si je puis dire, c'est-à-dire des valeurs ajoutées. Il va donc falloir apprendre à vous connaître. Je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure, de façon à faire un tour de table. Nous nous retrouvons en séance plénière. Nous poursuivons la présentation avant d'engager vos travaux. 15 minutes, présentation. Les différences, la diversité, également peut-être les ressemblances ou retrouver d'ailleurs des membres de l'ABM que vous connaissiez déjà. Je vais donc me retourner, nous poursuivons notre introduction, je vais me retourner maintenant vers Heinz Wiesmann en vous demandant, s'agissant de Christophe Colomb et de la fabrication de ses repères, est-ce qu'il était profondément téméraire et inconscient? Est-ce qu'au contraire, sa démarche n'est pas finalement exemplaire en ce sens qu'il est d'abord allé voir tout ce qui se savait pour ensuite construire ce qui ne se savait pas encore? Juste très rapidement, en écho à cette présentation que je trouve parfaite de ce qui nous attend, c'est-à-dire une réflexion sur les projets. Christophe Colomb avait un projet. Bon, le projet ne peut se mettre en perspective qu'en tant que trajet. Et baliser un trajet ne peut se faire qu'avec un savoir déjà accumulé au préalable. La difficulté majeure, c'est que le futur ne peut être conçu qu'à partir du passé. C'est ce que je retiens de la présentation tout à fait juste de l'aventure de Christophe Colomb. Il ne pouvait pas s'élancer avec des connaissances portant sur ce qui allait l'attendre. Il était obligé de s'appuyer tout en s'en écartant. C'est ça, l'audace. Il était obligé de s'appuyer sur ce qu'on avait accumulé auparavant comme savoir. J'appelle ce geste, qui consiste à rebondir sur le passé pour forger l'avenir, le principe renaissance. La grande renaissance européenne, il y a plein d'autres renaissances au cours de l'histoire, la grande renaissance européenne ne visait pas du tout à refaire l'antiquité grecque ou latine, ou romaine. Les renaissants, les humanistes se sont servis de ce passé pour projeter dans l'avenir ce qu'ils appelaient une utopie. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est juste après la découverte des Amériques, 1492, que Thomas More, en 1516, écrit la première utopie. L'utopie a pour finalité d'indiquer un terme à l'aventure humaine, un terme qui permet ensuite de baliser le chemin en répertoriant toutes les avancées et tous les reculs. Il y a là une élaboration de l'avenir à partir de ce qu'on avait déjà en possession, d'une certaine manière, accumulé grâce au travail des penseurs, des savants du passé. Et ce que je souhaite souligner que nous sommes, c'est que nous sommes aujourd'hui exactement dans cette situation. Il faut s'élancer vers des terres inconnues. Nous disposons d'une somme de savoir inégalée au cours de l'histoire, seulement elle ne peut pas servir directement à baliser
ce futur, il faudra s'en servir de façon imaginative, de façon audacieuse. Il faudra extrapoler des hypothèses. Et tout le travail de réflexion que nous allons mener, c'est du moins comme ça que j'ai compris l'invitation qui m'a été adressée, tournera autour de ce problème. Je serai là, au fond, pour me nourrir de vos réflexions. Je n'ai aucune idée préconçue et j'attends beaucoup de ce qui va se passer pendant cette journée, et c'est une journée et demie en un sens. Je vais juste ajouter une réflexion, si vous permettez, qui porte sur la notion même d'entreprendre. Je pense que vous savez que le verbe entreprendre est un terme militaire. Au Moyen-Âge, entreprendre une ville signifiait faire le siège de la ville. Faire le siège d'une ville suppose qu'on ait un plan d'attaque. Or, les entrepreneurs sont les héritiers, évidemment, en temps de paix, de cette problématique guerrière. Et je dis régulièrement que les entrepreneurs, comme les sportifs de haut niveau, ce sont les guerriers en temps de paix. Ils ont exactement la même attitude par rapport aux difficultés qu'il s'agit de vaincre. Et il y a au fond, dans la prise de risque peut-être rationnellement assumée, mais tout de même, prise de risque, il y a quelque chose qui distingue dans le monde dans lequel nous vivons et où tous nos contemporains aspirent à la sécurité. Il y a peut-être là quelque chose qui distingue l'entrepreneur du reste de la population. C'est ça que je voudrais qu'on creuse, qu'on se demande comment on peut oser être entrepreneur. Et la métaphore sportive, j'aurai peut-être l'occasion de vous la décliner davantage. Je dis simplement, les différentes activités sportives depuis l'Antiquité se divisent en trois. Il y a les sports traditionnels qui consistent à faire ce qu'on a toujours fait dans des situations un peu rituelles d'exaltation du prestige de ce qu'on a fait. Dans les fêtes patronales à la campagne, encore aujourd'hui, on fait des concours de labour, on fait des choses qu'on a toujours faites, et à minuit, à la télévision, vous voyez les gros bonshommes, parfois, du Midwest américain, soulever des poids énormes, scier des troncs d'arbres, etc. C'est des sports traditionnels qui demandent un tout autre type d'engagement que les sports modernes, qui sont des sports utopiques, c'est des sports d'équipe, qui visent un but. Tous les sports modernes sont tournés vers la réalisation d'un but, quelle que soit sa forme. Ça peut être une cage, ça peut être comme au rugby, ses poteaux, ça peut être un panier. C'est la coopération de tous en vue de la réalisation du but qui caractérise les sports modernes. Et puis, pourquoi j'évoque ça? Parce que depuis maintenant presque un siècle apparaissent les sports de glisse, qui sont des sports radicalement individuels, sans but, avec une jouissance extrême liée à la réactivité parfaite. Or, et ça, c'est une réflexion que nous devons mener, est-ce que la réactivité, c'est-à-dire le sens de l'innovation instantanée, séparée de toute perspective de progrès à accomplir en commun, est-ce que c'est ça ce qui nous attend? Est-ce que c'est cela la situation dans laquelle nous devons nous débattre, ou est-ce qu'il y a une possibilité de relier cette capacité d'innover à tout instant, de réagir au quart de tour aux problèmes qui se posent, à l'espérance d'un progrès partagé qui relie les uns aux autres et qui font peut-être désormais de l'humanité l'horizon ultime d'un sport d'équipe. Je m'arrête là, nous allons voir ensemble comment cela va se décliner. Merci beaucoup, Alain Christophe. Et vous imaginez quelle résonance vos derniers propos peuvent avoir au pays de la glisse et au pays du surf, bien sûr. J'aimerais vous présenter notre deuxième invité, Aymeric d'Arcimol. Pour financer vos études, vous vous êtes fait embaucher, il y a quelque temps déjà, par un tailleur de pierre qui était également maçon. Ceci vous a beaucoup servi, car ça fait 30 ans maintenant que vous restaurez une demeure familiale. Mais restaurons cette demeure familiale
vous avez travaillé avec beaucoup de personnes, et notamment, vous avez observé que la façon dont on monte un mur correspond à son tempérament. Ainsi, vous avez observé que quelqu'un d'anxieux n'allait pas poser un bloc de pierre volumineux sans y ajouter quelques petits cailloux, étant sûr ainsi d'abord d'atteindre l'équilibre de la pièce centrale, s'assurer donc que tout tiendrait bien avant de poursuivre le mur. Tandis que l'optimiste, lui, travaillait sur les gros volumes, se disant « de toute façon, ça tiendra, poursuivons et allons de l'avant ». Ça, c'est votre première observation, votre première passion, si je puis dire, c'est l'être humain, je les mets dans le désordre. Deuxième passion, ce qui vous passionne aussi, c'est l'organisation des hommes et du travail. Vous l'opposez à la mécanique de précision, dont vous dites que, mon Dieu, il ne s'agit pas de faire d'efforts d'inventivité extrêmes pour pouvoir l'atteindre. La mécanique de précision, c'est assez aisé. Bien plus habile est celui qui parvient à faire une construction humaine équilibrée et terriblement efficace. Pour le reste, bien sûr, ce que vous savez déjà, chers amis, vous êtes, Monsieur Narcimol, conseiller du président du groupe Safran, commissaire général du Salon de l'aéronautique et spatiale. La dernière édition en juin a drainer 400 000 personnes. Vous offrez ainsi à vos clients venus du monde entier la possibilité de visiter la planète aéronautique en moins de 3 jours. Les nouveaux repères entrepreneuriaux, je vais prendre la question à l'envers, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en créer de nouveaux, comme s'il n'y en avait pas eu par le passé? Non, je m'adresse bien sûr à des entrepreneurs et je pense qu'on partage à peu près les mêmes critères en termes de repères. Mais les repères, je les mettrais de 2 ordres. D'abord les valeurs. Les valeurs, pour moi, sont très liées à l'homme. Et de l'autre côté, les fondamentaux. Les fondamentaux qui sont liés à la filière dans laquelle on appartient. Si je reviens aux valeurs, pour moi, les valeurs, c'est très difficile de porter un jugement sur les valeurs d'une personne, parce qu'elles sont liées à sa culture, sont liées au lieu où il habite, d'où il vient, souvent à l'histoire, voire à sa religion. Et ça, je ne me permettrai en aucun cas de porter un moindre jugement sur les valeurs d'une personne. Elles sont propres à sa personne, mais n'empêche que ce sont ces choses-là qui va le rendre fort dans la vie de tous les jours. Et je vous donne un exemple bien précis. Je donnais des cours à Bangalore, à une époque. Et un professeur américain dans cette université passait 8 jours avant moi. Je ne le savais pas, et un jour, il vient dans mon hôtel, au bout de la 3e année, et il me passe un savon énorme. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi, je savais que les Français étaient anti-américains, mais pourquoi vous détruisez tout ce que je dis? Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son cours. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Ben, je lui dis, vous êtes en train de dire à ces jeunes que les valeurs qu'ils ont, ce sont les plus fortes, et c'est ça à laquelle ils devraient s'accrocher, et surtout pas d'autres valeurs qui leur essaient d'imposer. Et moi, j'essaie de leur expliquer que le monde entier marchera mieux si on partage tous les mêmes valeurs, et si possible, les valeurs américaines. Alors, c'est sûr qu'il était un peu il s'imaginait que je faisais exprès. Pas du tout. C'était pas du tout dans mon approche. Et les valeurs sont très liées forcément, et pour l'entrepreneur, c'est très important, à des convictions. Des convictions qui feront derrière que vous allez vous forger un énorme mental. Et je vois très bien quand vous montez un mur, ben, quelquefois, surtout quand vous avez plus de 65 ans, votre truelle, vous avez envie de la balancer à quelques mètres parce que vous en avez ras-le-bol. Et je me force avec mes jeunes, je dis non, on continue, on en chie complètement, mais on continue. Je peux vous dire que ça les marque, parce que je leur dis souvent, dans la vie professionnelle, c'est ce que vous allez rencontrer. C'est au moment où ça devient difficile que vous avez envie de balancer votre crayon, votre ordinateur à 10 mètres. Ben non, c'est au moment où il faut y aller, c'est là où ça fait mal, et c'est là où il faut y aller. Et c'est assez intéressant parce que ces jeunes que je pense, ce sont tous des jeunes qui sont généralement en difficulté sociale, avec leurs parents. C'est-à-dire que généralement, je me débrouille pour que, quand ils reviennent après 15 jours ou 3 semaines avec moi, ils changent complètement d'approche et ils peuvent discuter avec leurs parents. Je peux vous dire que c'est le cas. Et d'ailleurs, en termes de repères, il y a les fondamentaux. Et là, on vit un bel exemple. Je pense qu'on est assez amnésique, nous tous, l'humain. C'est que quand on ne respecte pas dans sa filière les fondamentaux, eh bien, on va dans le mur. Alors, dans le monde politique, c'est un très bel exemple. Il nous a conduit notre pays depuis 40 ans en déficit,
À un moment donné, il ne faut pas être sorti d'une grande école de commerce pour dire qu'il va y avoir, ou d'économie, qu'il va y avoir un problème. Il s'étonne qu'il y a un problème. Et bien sûr, les couillons qui vont récupérer ce problème, c'est nous. Et on le voit. D'ailleurs, tout à l'heure, notre animateur nous disait un peu les conséquences que ça pouvait avoir. Elles sont plutôt graves, en effet. Mais je pense que les fondamentaux, d'abord, je dirais, ils sont liés à l'expertise dans la filière dans laquelle on est. Donc, il y a expertise, il y a des équations qui gèrent cette expertise, et donc c'est pas négociable. Ce sont des axiomes, des théorèmes, et à moins de remettre en cause la physique fondamentale, si on ne les respecte pas, ça ne marche pas. Et je pense qu'un entrepreneur, s'il n'accepte pas de respecter les fondamentaux de son propre métier, il se condamne. Et ce qui nous a fait beaucoup de mal, et souvenez-vous, et c'est de moins en moins vrai maintenant, c'est qu'il fallait avoir toujours le langage politiquement correct. Alors ça m'a joué des mauvais tours quelquefois dans ma boîte, c'est vrai. On me disait Darcimol, ferme ta gueule, tu ouvres la gueule, parce que d'abord j'étais le seul non-polytechnicien au niveau de ma direction générale, donc j'en jouais un peu, parce que je pouvais me permettre certaines remarques que ces gens-là ne pouvaient pas se permettre entre eux. Je me dis, bon, encore un zombie, là, il fait des remarques. Mais, si vous voulez, le politiquement correct conduit souvent à accepter le non-respect des fondamentaux. Et ça, je dis que c'est très, très, très important. Quand vous vous surprenez à ne pas respecter les fondamentaux de votre métier, vous allez vous condamner. Les valeurs, c'est un problème de vous regarder dans la glace. Et donc de vous affaiblir vous-même, parce que finalement, on est tous fait pareil, hein, enfin, je pense. Hein. C'est que quand on se renie soi-même, on a un petit peu honte de soi-même quand on se fait les yeux, ou quand on se rase, pas les yeux pour les femmes, hein, et quand on se rase le matin, c'est peut-être pas très glorieux éventuellement de renier toujours ses valeurs. Et je pense qu'au niveau des repères, pour répondre à votre question, pour moi c'est très très important. C'est l'aspect des valeurs et l'aspect des fondamentaux, et qui font qu'un entrepreneur le rend fort dans ses actions de tous les jours. Merci beaucoup. Vous voyez d'où nous sommes partis. Si vous voulez progresser, construire le futur, il faut d'abord voir tout le capital du passé et vous y ajoutez votre audace. Premier propos d'Heinz Wiesmann. À cela, il ajoute ceci, et ça fait frémir. Si entreprendre est un terme guerrier, aujourd'hui, en termes sportifs, on l'a conduit jusqu'à une réactivité immédiate, isolée et sans but. Est-ce de cela dont nous avons besoin? Il ouvre la question. À cela, Émeric Darcimol, vous ajoutez ceci. Moi, comme entrepreneur, j'ai deux choses importantes dans ma vie qui me structurent. Mes valeurs, ce sont les promesses faites à moi-même, et parfois, je n'en suis pas fier de ces promesses non tenues, je le dis avec mes mots. Et d'autre part, les fondamentaux de mon métier, si jamais je m'en écarte, je tombe. Poursuivons, si vous le voulez bien. Vous avez bien vu que, vous avez bien compris qu'il va falloir donc sortir des sentiers battus, et c'est bien pour cela que vous êtes là, vous aurez 24 heures pour le faire. Il est beaucoup plus aisé d'adopter des idées neuves que de se débarrasser des idées anciennes. Puis-je vous présenter l'une des personnes les plus habilitées à en parler? Je vous demande de l'applaudir, il s'agit de Jérémy Lagardeur. Jérémy Lagardeur aurait pu tenir un rôle dans le cercle des poètes disparus. Vous êtes professeur à l'ESTIA, École supérieure de technologie industrielle avancée. Vous donnez des cours de conception de produits et de design. Tout ce qui a trait à la créativité vous intéresse. Donc, pouvoir construire ce futur immédiat ou lointain, précisément, c'est l'une de vos passions. Il y a ainsi 6 ans, si j'ai bien compris, vous avez entre autres créé les 24 heures de l'innovation. J'aimerais qu'en quelques mots, vous puissiez nous décrire cette machine extraordinairement à la fois ludique mais intéressante et efficace que vous avez conçue. Alors le principe des 24 heures, je ne sais pas si vous connaissez la série 24 heures chrono avec Jack Bauer qui sauve la planète. Mais nous, on s'est adapté un peu de ce principe-là, et l'idée, c'est pas de sauver la planète, mais d'essayer de sauver de toutes ces crises, au pluriel qu'on a évoquées, et d'essayer en 24 heures chrono de travailler sur des sujets, des problématiques d'entreprise
que l'on collecte en ce moment auprès d'industriels. Et en même temps qu'on fait ça, on essaye de trouver des participants qui acceptent de travailler en 24 heures chrono sur ces problématiques-là. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, nous allons le faire nous dans 15 jours avec 300 participants, 300 participants qui seront dans notre école à l'Estia, 1000 participants qui seront répartis un peu dans le monde entier et qui vont accepter ce défi de travailler en 24 heures chrono sur des sujets. Et les survivants, le lendemain, puisqu'ils vont travailler de vendredi au samedi, vont présenter leurs résultats en 3 minutes chrono devant le jury. Et puis pour récompenser, contrairement à l'APM où il n'y a peut-être pas de grand lot à gagner, nous on essaye quand même de faire des petits gestes. Donc ça peut être des ordinateurs, des sauts en parachute, et les survivants ne reviennent pas l'année d'après. Alors pourquoi on a fait ça, c'est que... Il y a des histoires, j'imagine. Alors il y a des histoires, il y a des jolies histoires, il y a des étudiants qui négocient leur stage, il y a des étudiants qui négocient leurs embauches, et des entreprises qui viennent faire leurs courses et qui viennent avec des idées nouvelles. Je ne citerai pas l'entreprise, mais c'est une entreprise leader dans le secteur de l'énergie, dont le logo est jaune, blanc, rouge et bleu, qui est arrivé avec un principe de vouloir inspecter des ouvrages sous-marins, avec une idée de technologie qui était la thermographie, et puis tout de suite il y a un étudiant de l'Estia, pour pas la citer, mon école, qui a dit mais attendez, pourquoi faire ça alors qu'on pourrait faire ça à 90 degrés. Et là tout de suite le porteur de sujet a dit effectivement on n'y a pas pensé, et c'est parti pendant 24 heures, il y a eu un petit concept qui a été généré, et derrière il y a eu 2 ans de contrat de recherche et développement avec cette entreprise pour mettre au point le principe, le brevet qui a été déposé par Total en partenariat avec l'étudiant. Qui n'a pas demandé de liberté de droit d'industrialisation et autres. Et donc effectivement, il y a des success stories. Alors ça ne marche pas toujours comme ça. Au bout de 24 ans, vous repartez pas avec vos brevets. Merci pour la photo de pratiquant webiste que je suis et de surf. Donc effectivement, je suis professeur aussi à l'Estia. Et j'ai envie de dire pour compléter, et le problème de tout ça, c'est qu'on est tous fautifs à la base. C'est-à-dire que le système éducatif, à mon avis, est fautif. C'est qu'on ne nous forme pas à l'entrepreneuriat. On ne forme pas à la créativité, on nous éduque, on nous forme. Moi j'ai souffert énormément quand j'étais étudiant. J'ai même plus que souffert parce que j'étais souvent un petit peu au fond de la classe et souvent un petit peu en conflit avec mes professeurs. Et donc hors de moi l'idée de devenir professeur. Ce que je suis devenu, je ne sais pas encore comment. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est des formats pédagogiques complètement nouveaux. Donc les 24 heures sont là, je suis content que mes étudiants acceptent. J'ai quand même trouvé 8 étudiants, même 9 ils se sont bousculés pour venir rencontrer des gens de l'APM. Pour leur dire, écoutez, vous allez discuter à table avec des directeurs d'entreprise, vous êtes en première ou deuxième année, et ils se sont tous rués, donc ça me fait plaisir. Donc je me dis que moi si un prof m'avait demandé ça, jamais je l'aurais suivi. Donc les 24 heures sont un peu à l'image du camp que j'étais, c'était le format pédagogique. Donc je ne vous raconte pas les 24 heures, mais pendant 24 heures, on met du café en intraveineuse à tout le monde, il y a des pizzas qui sont délivrées pour tous les participants. C'est un format assez stimulant. Il y a des coachs qui participent, du coup finalement il y a des salariés d'entreprise qui sont dans les équipes, qui se mettent dans les équipes. Les entrepreneurs qui donnent des sujets me disent je brief au début, puis après je m'en vais, et puis finalement je les retrouve pendant la nuit avec les jeunes en train de travailler. Et tout ça, ça fait une belle animation pendant 24 heures, et c'est un petit peu ce format-là qu'on voulait vous proposer. Mais avant, j'ai quand même pris très vite les prix des professeurs. Je savais que j'allais passer après ces 2 messieurs, et je me suis dit je ne peux pas faire un cours ou apporter. Donc un professeur, qu'est-ce qu'il fait quand il est pris en fait, il fait une interro surprise. Et donc, je vais vous proposer de faire la première interro surprise d'APM. Alors, je vois Jean-Philippe, il a déjà vu ça à TEDx, donc je vais lui demander de jouer le jeu. Et je vais vous demander de prendre une feuille, de marquer votre nom et votre prénom en haut à gauche de la feuille, de marquer la date du jour. C'est scolaire, pour une fois, je reprends le côté professeur, je reprends le dessus. J'étais un ancien camp, vous allez voir, si un jour, je ne sais pas si certains d'entre vous sont devenus professeurs, mais on reprend vite les clichés. Et je vais vous demander... Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez marqué votre nom. Ok. Je vous rappelle, on va essayer d'adapter ce format des 24 heures au format APM. Mais avant, je vais faire un test pour savoir si vous êtes tous éligibles à travailler à ce format 24 heures. Donc je vais vous donner une consigne, un exercice à faire. Je vais vous demander, avant de travailler 24 heures, en 24 secondes, vous allez devoir concevoir, imaginer, éventuellement dessiner si vous avez envie, et surtout de tester et de prototyper un objet volant qui va permettre d'atteindre la cible. Alors la cible, je vais prendre cette bouteille, on va se mettre ici pour éviter de toucher M. Darcimol, M. Wiesmann. Voici la cible, et vous avez 24 secondes. Un objet volant, c'est parti, dépêchez-vous. Et vous devez tester votre objet
pour atteindre cette cible. Expérimentez-la. Dépêchez-vous, il reste 15 secondes après mon chrono. Allez, dépêchez-vous, qui va oser. Pas loin, dépêchez-vous. Ceux du fond, n'hésitez pas. Allez, bel essai, une nouvelle tentative. Il reste 10 secondes, dépêchez-vous si vous voulez arriver à une nouvelle tentative. Alors écoutez, c'est terminé, on va arrêter. On va arrêter parce que sinon l'hôtel va. Alors, pourquoi je vous ai fait ça? Déjà, je me suis dit, tiens, ça va réveiller tout le monde pour 24 heures. Et alors, ce qui est intéressant, regardez, quel est le type de production qu'on a obtenu? Le premier type de production, c'est les avions en papier. Donc ça, c'était les rêveurs. Il y avait des gens qui pensaient du fond, en faisant un avion, vous pensiez que vous allez toucher la cible avec la précision de l'avion. Je n'ai rien contre l'aéronautique, mais l'aéronautique papier a une précision plus que douteuse. L'autre type de production, c'est les boulettes en papier. Donc là, c'est les cartésiens. C'est-à-dire là, les gens se sont dit, effectivement, là, le prof il est en train de nous entourlouper avec son objet volant. Une boulette, ça vole à peu près. C'est un coefficient de finesse un peu limité, mais j'aurais peut-être plus de chance et plus de précision. Et puis, j'ai vu passer, là, vous me faites plaisir, parce que, en général, dans ce type d'environnement, j'ai uniquement ces deux propositions. Et là, j'ai vu passer des ovnis, j'ai vu passer un stylo, c'est ça? Et donc là, j'ai eu une troisième type de catégorie. Et pourtant, on est 90, et on n'a eu que 3 types de catégories. Et vous voyez comment notre créativité est quand même assez limitée, c'est qu'il n'y a eu que 3 types de conceptions possibles par rapport au cahier des charges que j'ai donné. Alors quand je fais ça chez les étudiants, parce qu'en fait, ce que je vous ai fait là, ils ont été gentils, ils ont été polis, ils connaissent la deuxième année, les deuxième années. En première année, c'est mon premier cours, je commence par ça. Et donc c'est un amphi de 200 étudiants. Et vous imaginez déjà le nombre d'avions, et puis tout d'un coup arrivent les objets. Alors j'ai eu droit à des vêtements, on s'est arrêté sur les vestes, les trousses. Je ne suis pas comme Chirac qui reçoit d'autres types de vêtements, de sous-vêtements et autres. On n'est pas arrivé jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les étudiants, eux, même s'ils arrivent en cours, ils se lâchent, en fait, au bout d'un moment, ils gênent un peu tout ce qu'ils peuvent. Et donc l'objet des 24 heures, c'est ça, c'est vraiment provoquer ce type de rencontre entre du public étudiant, des entrepreneurs, et que tous ces gens-là se retrouvent en 24 heures chrono. Et c'est ce qu'on voudrait essayer de tester avec vous pendant ces 24 heures-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, pour présenter ou inviter les personnes qui ne font pas partie de l'APM à se présenter. Déjà, vous avez bien vu que par table, vous avez un étudiant. Que cet étudiant va donc vous interpeller. Vous avez aussi une personne qui ne fait pas partie de l'APM, alors je vais tout d'abord demander à M. Max Moreau de bien vouloir se lever, voilà. Monsieur Max Moreau, vous avez été chef d'entreprise, au départ une entreprise de 12 personnes, vous l'avez conduite jusqu'à 600 personnes. Et en même temps qu'être entrepreneur, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le premier était un livre d'économie. Ensuite, alors que vous n'aimiez pas écrire et vous n'aimiez pas lire, cela en tous les cas étant tout petit. Mais votre maman est une Béarnaise, née au Brésil, major subdeco Toulouse, qui vous a dit un jour, il va falloir que tu apprennes et que tu aimes écrire et que tu aimes lire. À partir de là, elle vous a fait apprendre et réciter les fables de La Fontaine. Voilà pourquoi, petit à petit, la passion est venue. Aujourd'hui, vous en êtes au 20e livre, car vous n'avez pas oublié votre passion. Pardon ? Vous êtes un récidiviste, bien sûr, livre d'économie, bien sûr, mais aussi aujourd'hui des romans. Le dernier s'appelle Immersion. Bien avant cela, il y avait L'Embauchoir, qui a été un vrai succès, 15 000 exemplaires vendus, plus 2 autres éditions. L'économie en jachère. Il y a donc des livres qui ont bien marché, d'autres moins bien. Je vais ajouter une chose parmi votre curriculum. Vous faites partie des fondateurs de la première association de formation continue de France. Et on peut vous applaudir. Merci beaucoup d'être là. Je vais demander à M. Dominique Menot de bien vouloir se lever. Monsieur Dominique, merci beaucoup d'être parmi nous. Votre parcours est extraordinaire. Je veux dire, on vous trouve d'abord à Madagascar. Vous ne vouliez pas faire votre service national. C'est là où vous atterrissez et on vous dit tu seras traducteur de portugais et d'anglais, vous qui ne connaissiez pas l'anglais du tout.
Mais ainsi est l'armée, ainsi est le destin. Donc vous apprenez un peu le portugais, un peu l'anglais. On vous retrouve ensuite au Canada, dans les entreprises, en Alabama, vous y apprenez l'anglais. Vous revenez en France et là vous avez une phrase magnifique, vous dites « Je ne savais rien faire, donc je suis devenu bûcheron ». Très rapidement, cependant, vous devenez directeur général d'une exploitation forestière, puis vous rachetez une entreprise et enfin, pendant longtemps, 26 ans, vous avez été responsable des approvisionnements bois du groupe Gascogne. Merci beaucoup d'être parmi nous avec votre expérience. Aymeric d'Arcimol, nous nous sommes occupés de vous, déjà, bien sûr. Alors, il y a d'autres personnes que je n'ai pas rencontrées. Ici, y a-t-il une personne qui ne fait pas partie de l'APM? Oui. Ici, une personne, c'est M. d'Arcimol. Ici, une personne qui ne fait pas partie de l'APM, qui va arriver, nous la présenterons tout à l'heure. Ici, elle n'est pas là non plus. Françoise. Pardon. Françoise. En face, Sèvres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous donner... Ah oui, je ne vous ai pas présenté, M. Rankovic. J'y viens dans un instant, si vous le voulez bien. Je vais vous donner la parole, je vous en prie, et je vous donne 1 minute 30. C'est possible? Je vous en prie. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour, je suis Françoise Thiolan. Je suis avocate et surtout médiateur. C'est à ce titre que je participe à cette journée, cet après-midi. Alors, qu'est-ce que je fais de plus? Donc, en tant que médiateur, j'interviens aussi bien à titre amiable que judiciaire. Et puis, en fait, ce qui me plaît surtout, c'est d'intervenir dans les entreprises, dans la prévention des risques psychosociaux, mais aussi dans les problèmes de type familiaux que l'on rencontre beaucoup dans les entreprises que nous avons ici, dans notre région. Donc, je suis aussi à la Chambre de commerce et nous avons fondé une association de médiation. Voilà. Nos premiers projets, d'ailleurs, touchent à la famille, puisque Bayonne est juridiction pilote en France. Nous animons des séminaires de coparentalité pour les parents d'enfants mineurs qui divorcent. Et nous avons aussi un projet pour les prisons, où une amie qui était avant associée avec moi, mais qui est repartie à la Cour d'appel de Montpellier, donc une magistrate, intervient donc, du côté de Montpellier pour apprendre aux prisonniers à dialoguer, pour essayer de ne pas récidiver par la suite, sachant que la colère, la honte et le mépris sont souvent ressentis avant les actes délictueux, notamment les attaques, les crimes, etc. Voilà, et sinon je suis réunionnaise et c'est aussi une particularité importante puisque grâce à la médiation, si j'ai l'occasion de repartir souvent chez moi pour former de la Réunion de Saint-Denis, Saint-Gilles. Merci beaucoup d'être parmi nous. Serge Rakovitz, lorsqu'on vous interroge, vous dites « Je fais le plus beau métier du monde ». Vous êtes devenu conseiller en Russie, où vous apprenez à certains Russes à travailler à l'occidental, c'est-à-dire comme à l'ouest. Je vais être plus précis. Vous avez d'abord été patron chez Turbomeca, entre autres pour réaliser la nouvelle usine de Borde, construction qui a duré 5 ans, et 3 ans après cette réalisation, les clients de l'entreprise, les employés, mais également la direction, se félicitent de l'ensemble de la conception. Cette usine dont vous avez mené le montage et la conception est aujourd'hui donnée en exemple par ceux qui s'y trouvent et par ceux qui y travaillent. Fort de cette expérience donc, vous êtes devenu aujourd'hui conseil en organisation en Russie dans l'aéronautique. C'est donc là où on vous retrouve en train d'éduquer, d'informer, de former les Russes pour obtenir des organisations à l'occidental. Je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'être parmi nous avec notre de donner la parole de façon à ce que nous puissions voir ensemble le mode d'emploi de cette convention. Alors, je veux vous présenter notre meneur de jeu, notre modérateur, Thierry Vatelet, rédacteur en chef à France Télévisions, qui met toute sa compétence, sa gentillesse, sa souplesse, son inventivité à rentrer dans notre système un peu bizarre. Merci beaucoup à Thierry qui s'implique depuis une bonne quinzaine de jours au moins, sinon un mois, dans cette fabrication. Merci infiniment. Clap, clap. Un petit mot, j'ai écrit parce que c'est plus facile pour ma tête de retraité. Jaloux. Je vous ai préparé un petit papier comme ça pour
Alors voilà, notre idée c'est de préparer l'avenir alors que les repères disparaissent, que les données évoluent, que les principes flambent, que les moyens explosent, que la Terre se rétrécit, que le temps n'existe plus sous sa forme structurelle. Vous êtes sacrément ambitieux, me disait Gourmand, Heinz Wiesmann, quand on a préparé ça. Tout fout le camp, qu'est-ce qu'il nous reste? Plantons des haies de haies, E-T, et taillons nos bouts de ou, O-U. Mettons-nous dans le décalage pour l'apprivoiser, un vendredi et un samedi, en soirée et en matinée, avec des horaires inhabituels, des personnes nouvelles et quelques surprises qui seront bonnes pour la plupart. Nous allons travailler en ruche, en bournaque, comme on dit dans les Landes, représentés par une table ronde, travaillant chacune sur un thème particulier, donc différent de l'une à l'autre, peuplé de 10 à 11 personnes, selon le modèle. À ces tables figure un animateur de club, c'est une agence professionnelle qui est née avec l'APM il y a plus de 25 ans, sans modèle que le bon sens, et un couteau suisse à donne de l'âme, même si c'est toujours la même qui sert. Leur mission secrète, c'est de favoriser, de contenir et de récolter, favoriser le débat et les échanges, contenir dans le sujet et dans le temps, et récolter les fruits. Ensuite, nous avons les témoins extérieurs, la nouveauté, un remède contre l'inceste à l'APM, pour remarquer tant que ça ne sort pas de la famille, des personnes, auteurs connus ou ignorés d'une action exceptionnelle, ou simplement des personnes qui pratiquent efficacement l'héroïsme du quotidien. Leur mission, c'est de nous apporter leurs secrets, de nous les révéler pour qu'on les partage. Les étudiants de la génération Y, la bande à Jimmy, les impertinents qui s'étonnent que l'on s'étonne, évidemment, ils sont nés avec. Ils auront dans leur carrière à faire face à des problèmes nouveaux et importants, ils sont porteurs des solutions. Et enfin, les membres de l'APM qui se débattent au quotidien avec les difficultés politico-économico-sociales qui arrivent toutes seules ou qu'on leur prépare. Leur cri, c'est « Zut, tout va bien, chic, un problème ». Ils aiment cette activité qui les sort de leur solitude et leur donne de l'audace. Héraclite, le philosophe du début de la culture, selon Michel Serres, l'homme pour qui la Terre était représentée par une tourtière feuilletée, pâte à pain étiré allégé à la graisse d'oie à l'aide d'une plume, c'est-à-dire un grand espace plat et rectangulaire, Héraclite avait nommé la notion de changement perpétuel. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'était à Athènes 600 ans avant J.C. Nous n'avons pas de complexe à avoir, jetons-nous à l'eau et allons à la recherche de nos idées. Bravo, merci. Juste un mot pour excuser le président Laripa, président du club Pays Basque, qui devait vous faire le mot d'accueil dans son beau pays. Malheureusement, un empêchement insurmontable l'a atteint et nous faisons sans lui avec regret. Comment fonctionnons-nous? Bien, on va inventer, hein. On est là pour ça. On n'est pas là pour donner un modèle. L'idée, c'est de donner la parole un temps limité aux témoins. Ce témoin nous explique un petit peu ce qui a fait sa vie et quelle chose il peut nous apporter comme exemple. On l'assaille de questions, il y répond. Les étudiants de l'ESTIA notent tout ça, ils nous font des comptes rendus qui seront disponibles. Alors nous travaillons jusqu'à quelle heure? 5h30? 6h. 6h? Ben oui, vu le... Bon, nous travaillons jusqu'à 18h. Ensuite, 18h, 18h30, il y a une pause basque roborative. 18h30, on reprend le collier jusqu'à 21h. 21h30, une surprise et le dîner. Et puis ensuite, la nuit est à nous. Vous le savez, la journée est à ceux qui se lèvent tôt et la nuit à ceux qui se lèvent tard, qui se couchent tard. Elle est bonne, merci. Le lendemain matin, la nouvelle heure de rencontre, c'est 9h autour du petit déjeuner. Frugal, celui-là. Vous voyez, au Pays Basque, on fait du roboratif et du frugal. Et puis, on travaille jusqu'à 13h, quelque chose comme ça. Et ensuite, un buffet
de la séparation, la douleur de la séparation dans la richesse des idées acquises, nous retournons chez nous. Bon courage, bonne énergie et merci à tous les participants. Chaque table a donc son thème. Chaque table a son thème différent. Au bout de votre course de travail, je travaillerai avec l'ensemble des secrétaires de chaque table demain, de 8h moins le quart à 10h moins le quart. Je reprends. Je travaillerai avec l'ensemble des secrétaires de chaque table demain, de 8h moins le quart à 10h moins le quart, de façon à tenter de trouver des lignes cohérentes qui nous permettent ensuite d'établir une plénière de 3 heures où nous allons pouvoir échanger et débattre. Juste avant que vous commenciez à travailler, je vais redonner la parole à Heinz Wiesmann, précisément maintenant sur le thème, sur la thématique, de façon à ce qu'il puisse vous nourrir encore de ses réflexions, précisément avant que vous puissiez vous mettre en immersion. Enfin, juste peut-être une réflexion, vous en ferez ce que vous voudrez. Si on se met en perspective, toujours Christophe Colomb, le projet de traverser l'Atlantique à la découverte de nouvelles terres, eh bien, ce trajet est évidemment constitutif d'une relation espace-temps. C'est-à-dire, il y a l'espace qu'on traverse à une certaine vitesse qui est déterminée par le temps qu'il faut pour y arriver. Alors, ce qui me frappe, et c'est ça peut-être le début d'une réflexion qu'on peut mener en commun, c'est que la traversée à certaines vitesses de l'espace que nous voulons, de certaine manière, mettre à notre disposition pour atteindre un but, cette traversée à des vitesses différentes entraîne une compétition. La compétition, c'est essentiellement le souci de gagner du temps par rapport à d'autres compétiteurs. Alors, si on se demande comment on gagne du temps, on s'aperçoit qu'il existe des moyens de transport tout à fait différents. Il y a le transport purement physique. On peut accélérer jusqu'à un certain point le trajet que l'on... Le mouvement qui nous conduit au but, on peut l'accélérer physiquement, mais on se heurte à une limite. Si on regarde le monde qui nous entoure, la compétition économique consiste largement dans un effort pour accélérer les trajets, pour parvenir plus rapidement à délivrer des marchandises, à réaliser quelque chose qui est comme une invention à proposer ensuite au marché. Eh bien, parmi tous les accélérateurs qui permettent de gagner du temps, c'est l'information immatérielle qui est au fond l'outil privilégié à l'époque où nous vivons. Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un lien entre l'information qui chemine plus vite que tout le reste. Aucun cargo, aucun avion ne peut rivaliser avec la vitesse de l'information. L'information, en un sens, c'est de l'écriture. C'est quelque chose qui peut se coucher sur une feuille, mais aussi sur une feuille électronique. Et d'une certaine manière, l'incarnation de l'information et l'élément de circulation ultra rapide, c'est l'argent. C'est cela qui fait que la financiarisation de l'économie, qui est le problème majeur que nous allons affronter à mes yeux, cette financiarisation repose sur la vitesse extrême de l'information. Maintenant, on fait des arbitrages financiers à la nanoseconde grâce à des ordinateurs. Comment un entrepreneur qui, par son activité dans un certain espace, doit accomplir un certain nombre de trajets, peut-il rivaliser avec cette vitesse extrême de l'information qui circule sous forme d'arbitrage portant sur de l'argent? Il y a là quelque chose qu'Aristote, dans son traité Le Politique, avait prévu. C'est très étrange. Le traité du Politique d'Aristote a introduit la notion d'économie. Oikonomia, qui veut dire la règle selon laquelle on administre la maisonnée. Oikos, c'est la maisonnée, et
Nomos, c'est la règle. Et cette économie, dit-il, ne peut être saine si elle est dominée par la faculté de l'argent d'engendrer de l'argent, par un processus contre nature qu'on appelle en grec parthénogenèse, c'est-à-dire unisexuel. L'argent produit de l'argent sans qu'il rencontre quelque chose d'autre que lui. Et Aristote de mettre en garde l'économie saine, naturelle, contre cette espèce de production virginale, en un sens, mais sans rencontre avec la réalité, qui est la réalité des choses, la réalité des hommes, et c'est la réalité du cosmos tel que lui le pensait. Je vous livre cette réflexion autour de la question du trajet à accomplir pour atteindre le but. Quel est le rôle de la vitesse à laquelle on est capable de se projeter vers le but? Et est-ce que l'extrême vitesse, et je la mets en rapport avec les sports de glisse et avec toute cette espèce d'ivresse vertigineuse qui nous entraîne, avec un certain plaisir évidemment, dans les réactions extrêmement à droite qu'exigent de nous les défis de l'instant. Il y a un mot là qui désigne cette espèce de rapport au temps, c'est le mot présentisme. Il y a dans le rapport au pur présent un déni du passé d'où nous venons et d'une certaine manière une menace qui pèse sur l'avenir. Parce que dans le présentisme absolu, dans cette espèce de court-termisme, on est privé des deux perspectives qui ont été développées dès l'introduction, le passé à partie liée avec l'avenir, et si on est dans le pur présent, dans la vitesse absolue, dans l'auto-reproduction de ce moyen extraordinaire qu'est l'information financière, on échappe peut-être c'est comme un siège catapulte, hein, on est jeté de l'avion qui est en train de tomber, on échappe, on disparaît de ce qui peut être notre trajectoire de vie. Voilà, je voulais attirer votre attention sur ce qui nous menace dans l'inscription de l'existence dans sa temporalité naturelle. Bon travail pour chacun. Salut. Yves, il repart, tu commences. Oui, exactement. Voilà, il y avait une seconde. Voilà, donc on est parti sur un comment aller Le dernier biais, c'est que, comme j'étais là, c'est la CCI. On va voir s'il a pas je veux commenter, tu ne marches pas. Ou alors il n'y a pas de... On avait quelques contacts et puis finalement c'est l'effet 24 heures, on commence à communiquer et puis il y en a qui ont participé à différentes choses. Voilà, la dernière édition qu'on a fait avec Montréal, on a fait voilà, avec des jeunes qui ont l'avenir devant eux, oui. Ça change. Voilà, donc je pense qu'il y aura plus de groupes. C'était ça, la projection vers l'avenir a besoin du passé, mais n'est jamais le prolongement pur et simple du passé. En fait, si on utilise le passé jusqu'au présent, c'est ce que la dinde fait, eh bien, elle n'a absolument pas la notion de ce qui va lui arriver.
parce qu'elle considère que l'aboutissement du passé, c'est son présent. Et son présent, le 23 décembre, n'est absolument pas encore ce qui va l'attendre le lendemain. Pour bien comprendre comment s'articulent les trois temporalités qui font en fait notre vie, nous sommes tous à la fois issus d'un passé, nous vivons tous un présent, et nous sommes tous en train de nous engouffrer dans l'avenir. Or, les sociétés humaines, et ça c'est un constat historique tout à fait établi, les sociétés humaines ont successivement basé la maîtrise de leur existence sur soit le passé, soit le futur, soit le présent. Et j'ai dit tout à l'heure qu'avec l'accélération qui vous conduit à cette espèce de précipitation réactive qui est liée à l'innovation pure, à cette espèce de succession de plus en plus rapide de performances, d'adaptation aux défis du présent, eh bien, l'époque que nous vivons est singulièrement privée de passé et de futur. Et c'est là que, pour trouver le sens de ce qui nous attend, donc avoir un projet, il faut aussi retrouver le passé. Mais pas le passé comme simplement un confort qui nous permet de nous satisfaire du présent. Le passé, dans sa distance par rapport au présent que nous vivons, peut devenir une véritable provocation et peut conduire à l'invention de ce qui n'a jamais existé. C'était ça, la Renaissance. Le terme même de Renaissance signifie à une deuxième naissance à partir de ce qui a été la première, et c'est le passé. C'est comme ça que la Renaissance italienne a fonctionné. C'est le passé qui, par la distance qu'il entretient avec le présent étant une sorte d'essoufflement du passé, eh bien, permet de bondir au-delà du présent et de se projeter dans l'avenir. Alors, dans les sociétés humaines, je vais essayer de faire ça très vite. Pendant des millénaires, on a misé sur le passé et exclusivement sur le passé. La nouveauté était crainte, elle était considérée comme une menace. C'est la parole de l'Ecclésiaste qui dit « Ce qui a été sera, rien de nouveau sous le soleil ». Ces sociétés anciennes mobilisent ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire des mythes d'origine, des récits fondateurs, tout ce que les sages d'ailleurs, souvent dans une tradition orale, se transmettent, pour conforter les gens dans leur présent en les protégeant contre le futur. Les événements qui arrivent sont interprétés à la lumière de ce qui a déjà eu lieu. Ce qui suppose une sorte de cycle dans lequel ce qui arrive est au fond le retour de ce qui a déjà été. Cette vision cyclique du temps s'appuie sur l'évidence, dans ces sociétés primitives, des mouvements du ciel, puisque le ciel semble tourner autour de la terre, tout semble régulièrement revenir, et donc les affaires humaines devaient être à l'image de ce que l'univers proposait comme évidence. Eh bien, la question absolument fondamentale qu'il faut se poser, c'est à quel moment on a quitté cet univers traditionnel, dans lequel c'est encore une fois le passé qui donne la clé de tout ce qui arrive. Eh bien, ça s'est produit en Europe et exclusivement en Europe, ce qui nous permet d'ailleurs de réfléchir au rapport que nous entretenons avec des civilisations autres que européennes. Ça s'est passé en Europe au XVe siècle, à la faveur de trois événements dont on ne mesure plus aujourd'hui la puissance de déflagration. Le premier événement, je suis gêné par le bruit que fait ce truc. Est-ce que ça vous gêne aussi? Parce que j'ai un retour de son qui fait que j'entends ma propre voix deux fois. Enfin, peut-être je dois le mettre plus loin de la bouche. Voilà. Et donc, le premier événement, c'est Copernic qui déloge la Terre du centre du système astronomique. Du coup, les mouvements des étoiles, notamment des planètes, paraissent complètement errants, incohérents.
Il n'y a aucun principe de retour, de régulation, et il a fallu des calculs extraordinaires, Kepler en est un des représentants, pour y mettre un peu d'ordre. Donc il y a une sorte de débranlement des certitudes qui concernent l'éternel retour des mêmes choses, puisque maintenant l'univers ne tourne plus autour de la Terre. Deuxième événement, c'est ce que Thierry a tout à l'heure évoqué, c'est évidemment la découverte de nouveaux continents. Puisque la map monde s'étend, et elle pourrait d'ailleurs, il n'y a aucune raison, s'étendre encore plus. Et l'incertitude, c'est ça, la nécessité de refaire constamment les cartes géographiques. Cette incertitude fait évidemment partie de l'ébranlement de la confiance dans le cours des choses. Et le troisième événement, c'est l'invention de l'imprimerie. Tout ça est contemporain, parce que les textes sacrés qui étaient réservés uniquement grâce à la rareté des textes qu'il fallait recopier à la main, étaient réservés à ceux qui avaient accès aux archives. Or, les archives, le mot archive vient du mot grec qui désigne l'endroit où siègent les magistrats, archéon. Et donc, les archives sont par définition secrètes, parce que le pouvoir s'appuie sur les archives pour légitimer ses décisions. Eh bien, grâce à l'imprimerie, les archives s'ouvrent et un nombre de plus en plus grand de gens peut examiner les textes et se demander si ce qu'on leur dit au sujet de cette tradition ancrée dans les textes est vrai. Les humanistes s'appellent humanistes parce qu'ils considèrent qu'il n'y a là que des traditions humaines et qu'il s'agit de les examiner de manière critique. Troisième ébranlement. Copernic le premier, les explorateurs Christophe Colomb le second, et puis la multiplication des textes auxquels on peut avoir recours pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Quelle est la réaction à cet ébranlement? Eh bien, elle arrive en 1516, j'y ai fait allusion tout à l'heure, avec la première utopie. C'est-à-dire, jusque-là, l'humanité avait ancré son destin dans le passé, considérant que dans le passé, il y avait toutes les clés pour saisir à quoi on avait affaire. Désormais, on va ancrer la certitude de l'existence dans le futur. L'utopie, c'est un terme de l'aventure humaine, à partir duquel tous les événements nouveaux peuvent être analysés comme étant soit des avancées, soit des reculs. Alors, jusqu'à la dernière utopie, l'utopie marxiste, on est obligé d'apprécier les événements en termes d'avancée et de recul. Pas de retour du même. Maintenant, on admet qu'il y a du nouveau. Alors, jusqu'au secrétaire général de la CGT, le discours moderne est un discours utopique en ce sens qu'il caractérise les événements comme étant des avancées ou des reculs. C'est extrêmement intéressant de se dire qu'il n'y a pas d'autres critères pour qualifier les événements dans le monde moderne. Cette société moderne, ça, ce sont les siècles des Lumières, et puis c'est les avancées extraordinaires de la science, de la technique, c'est la révolution industrielle. C'est le monde ouvert sur le futur, avec un optimisme d'ailleurs qui court tout au long de ces siècles, parce qu'on est certain qu'on va avancer et atteindre une sorte de but ultime qui serait synonyme de bonheur partagé, d'humanité apaisée. Enfin, toutes les tensions allaient se résoudre grâce à cette espèce de mouvement orienté vers le terme qu'est l'utopie. Eh bien, la question qui se pose à la lumière de ce basculement du passé vers le futur, comment on en est arrivé à privilégier le pur présent? C'est au fond ça la question, parce que notre monde est caractérisé par un rétrécissement constant du rapport au passé et au futur, par la nécessité de faire face aux défis du présent. On passe de la notion de progrès, par exemple,
de la tradition, on est passé au progrès, maintenant on passe à la notion de progrès, à la notion d'innovation. Comment s'expliquer que le progrès qui a toujours eu besoin d'innovation, comment expliquer qu'on soit passé à des innovations qui ne signifient aucun progrès? Il y a toujours des innovations au service du progrès, mais nous sommes entourés d'innovations qui sont des innovations pour l'innovation. Et ces innovations pour l'innovation entretiennent ce qu'on appelle le court-termisme, c'est-à-dire un rapport l'investissement, d'une certaine manière, le retour sur investissement doit devenir de plus en plus court. Et c'est l'innovation qui rend possible ce fonctionnement économique. Nous sommes pris dans cette espèce de stress permanent. On dit au chef d'entreprise, si vous n'innovez pas, vous allez mourir. Et ça, c'est nouveau et ça date de quand? Et quelles sont les raisons qui ont amené ce changement du rapport au temps? C'est la troisième configuration qu'il faut examiner. Alors, pour le dire très vite, c'est au moment où, dans la révolution industrielle, se forgeaient les premières grandes fortunes individuelles. Avant, c'était, là, dans la monarchie, ce n'était pas individuel, c'était des fortunes liées soit à la terre, soit à la place qu'on occupait dans le système féodal. Tandis que là, maintenant, il y a des bourgeois, ils sont individus, entrepreneurs, qui réalisent sont des réussites économiques, et ce qu'ils réussissent, ils veulent le transmettre à leurs enfants. Or, mettez-vous à la place des enfants de ceux qui ont réussi à accumuler un certain nombre de biens et qui promettent que dans l'avenir, ça va encore croître. Eh bien, les enfants considéreront qu'il est temps de bénéficier de la richesse accumulée. Il faut vivre le présent, parce que sinon on est dans une logique, je dirais, de transmission témoin, dans laquelle les générations à venir auront une vie meilleure que la génération qui va être au service de cette transmission. Et il y a un mouvement de révolte contre l'idée de progrès qui se répand au XIXe siècle. C'est Luc Ferry qui vient de publier, parce que c'est une de ses obsessions, et c'est un très très joli livre, il vient de publier un livre sur la notion de vie de bohème, qui a été surtout très très vivante à Paris au milieu du XIXe siècle. Ce sont les théoriciens du présentisme, c'est-à-dire qui ne s'inscrivent plus dans le projet d'un progrès qui vient de leur réussite de leur famille, et qui appartient donc à cette perspective optimiste des Lumières. Ils disent « Paradise Now ». Et si je cite les étudiants californiens de 1967, je dis par là que ce sont des proto-hippies. D'ailleurs, ils s'appellent hirsutes, car quand un fils s'insurge contre l'ordre paternel, le premier geste, assez innocent encore, mais qui agace prodigieusement le père, c'est qu'il ne va plus chez le coiffeur. Il laisse pousser les cheveux. Et d'ailleurs, il y a des clubs, il y a un club que je trouve particulièrement intéressant, c'est le club des je m'en foutistes. De quoi se foutent-ils? Eh bien, du progrès. C'est-à-dire, ils ne veulent plus du tout se laisser entraîner dans cette logique qui est une sorte d'abdication de la vie présente au profit d'une vie future. Ils veulent pleinement être dans le présent. Or, comment peut-on être pleinement dans le présent? Eh bien, en affichant des ruptures avec la continuité qui va du passé au futur. Ce sont des gens qui inventent la mode. Avant eux, les vêtements étaient statutaires, fonctionnels. On portait des vêtements selon le métier qu'on exerçait, selon la position hiérarchique de la société. Or, les dandys de cette époque, les proto-hippies, inventent la mode. Et ils surprennent le bourgeois, qu'ils méprisent, par cette espèce de rupture qu'ils imposent comme une sorte d'auto-affirmation dans le pur présent. Et ce sont eux qui, pour la première fois, revendiquent les drogues.
C'est exactement le même discours que 68. Et ça se ressemble à... D'ailleurs, dans le livre de Luc Ferry, il y a des photos de mai 68 à côté de photos de l'époque de Balzac. C'est stupéfiant, la similitude. La dégaine des gens, les revendications, la libération sexuelle, le recours à la drogue, le droit à la jouissance immédiate sans avoir à travailler pour la mériter. Tout cela se trouve donc au XIXe siècle et devient le moteur d'une croissance basée sur la consommation. Puisque la consommation, c'est la succession de plus en plus rapide de satisfactions liées à la nouveauté du produit. Moi, je dis toujours, je ne peux pas vous le développer en détail, mais je dis toujours, quand Homo, je crois que c'était Homo, a déclaré que ça lavait plus blanc que blanc, l'idée de progrès était morte. Parce qu'au-delà de plus blanc que blanc, on ne peut plus promettre quelque chose. Du coup, on vend le nouvel Homo. Et alors, c'est la nouvelle Ford Fiesta. On est habitué à ça. On ne nous dit pas que c'est mieux que ce qu'on a eu avant. On dit que c'est nouveau. Or, la nouveauté, ça c'est le geste inaugural du présentisme. La nouveauté, c'est maintenant la valeur suprême sur le marché. Or, on peut étendre cette réflexion à la manière dont vivent les jeunes, à la manière dont les jeunes même sont éduqués. Parce qu'ils sont littéralement happés par la promesse d'une jouissance rapide sans qu'ils aient à payer d'abord le prix de ce plaisir. C'est même dans l'éducation, dans les manuels scolaires, tout va de plus en plus vite, et je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vous dis une chose, le génie commercial de Steve Jobs repose sur une hantise qu'il a lui-même avouée, à savoir qu'il voulait plus rapidement atteindre le but qu'il poursuivait. Donc, quand il a inventé le premier Mac avec les icônes, c'était pour qu'on puisse, par un geste rapide, obtenir l'accès à ce qu'on voulait, une information ou le moyen de communiquer. Et juste à l'iPad et à l'iPhone, il a simplement constamment rendu plus facile et plus rapide l'accès à la chose désirée, qui peut être une information, ça peut être simplement un morceau de musique téléchargé, peu importe. L'impatience comme facteur d'économie, c'est-à-dire le désir de ne pas faire d'efforts pour mériter une gratification proportionnée à l'effort, domine le monde dans lequel nous vivons. Et le seul remède que je vois, c'est ce que Thierry a tout à l'heure évoqué, à savoir prendre conscience de l'héritage du passé, s'y adosser ou s'y appuyer pour produire quelque chose qui pourrait être une nouvelle utopie, une nouvelle idée du progrès qui se mettrait à la place de cette espèce de course épuisante à la nouveauté qui conduit d'ailleurs à la substitution ou à l'obsolescence constante de tout ce que nous produisons. Si les archéologues, dans 500 ans, vont se pencher sur notre civilisation, ils ne trouveront que des décharges. Qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui n'a été capable, dans sa course folle à la jouissance, au plaisir, ce qui est quand même tout à fait légitime, mais qui n'a été capable que de produire du jetable? C'est ça, je crois, le problème central, puisqu'avec ça, on va dans le mur. L'épuisement des ressources naturelles physiques, elle prend à l'horizon. Si toute l'humanité va consommer comme nous avons pris le pli de consommer, eh bien, ça ira très très vite, très mal. Mais il y a une dimension qui est constamment oubliée, c'est l'épuisement des ressources naturelles psychiques, à savoir le désir. Le désir s'émousse quand les satisfactions qu'il obtient, et ça c'est le principe de la drogue, se succèdent trop rapidement et trop facilement. Nous sommes à la veille d'une épidémie de dépression. Et l'acte d'achat frénétique est donc en fait un acte de diversion par rapport à une dépression profonde.
Je veux absolument pas, je parle de ma propre épouse, quand elle va mal, elle part en ville, elle a besoin de rien, elle ne sait pas encore ce qu'elle désire, elle me dit je vais voir si je trouve quelque chose qui me distrait. Et donc elle fait des achats, elle a des chaussures dont elle n'a absolument pas besoin, mais elle se soigne comme ça. Et elle n'est pas encore vraiment déprimée. Et c'est une dépression endémique, vous voyez ce que je veux dire. Et donc notre économie qui roule sur le renouvellement incessant de l'incitation à consommer une nouveauté, elle est génératrice de cette épidémie de dépression contre laquelle nous devons lutter de toutes nos forces pour nous ménager un futur. Et là, je rejoins la parole de Thierry Vatelet. Nous devons nécessairement nous tourner vers le passé pour nous détacher du présent. Et ça vaut pour l'éducation de nos enfants, scolaires par exemple. Il faut que le passé reprenne une place dans la conscience des générations présentes. Sinon, elles n'auront pas la force de se projeter dans l'avenir. Le présent pur, dans sa répétition frénétique, ne va jamais ouvrir sur l'avenir. Bon, je vous souligne ça parce que je voudrais que vous en fassiez un peu l'objet de vos réflexions, parce que pour moi, c'est au cœur du système dans lequel nous vivons, qui n'est pas seulement économique, qui est culturel. C'est un système qui est aux prises avec des traditions culturelles qui se braquent littéralement contre cette promesse insensée de jouir sans effort. Notamment le monde islamique, jusque dans les actes de terrorisme, vit dans un refus absolu de cette espèce de frénésie de jouissance de plus en plus axée sur la pure nouveauté. Donc, ils sont traditionnalistes, les fameux salafistes par exemple, ils disent simplement il faut faire comme on a fait du temps du prophète, il ne faut pas changer. Alors que nous on propose comme plaisir suprême des changements incessants. Et, bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais paraître être mauvais augure. Je suis absolument convaincu qu'il y a un remède, un moyen, mais il faut partager la conviction, c'est qu'il faut nous réemparer de notre passé. Il ne faut pas qu'il devienne simplement le musée que nous visitons de temps en temps pour ensuite repartir au charbon. Il faut que le passé nous habite aussi, nous éloigne de ce présent qui nous entraîne dans la course folle, pour que nous puissions, grâce à cette distanciation, ouvrir la nouvelle distance, que c'est un avenir qui ne coïncide pas avec la nouveauté du présent qui se répète inlassablement dans l'acte de consommer. Voilà, en gros.